Homo scientificus du XXe siècle découvre toute la grandeur. Alors les apparitions mariales, j'en avais entendu parler comme tout le monde et je pensais que c'était une espèce d'hallucination collective, de bigoterie mal digérée. C'est l'image que j'en avais. Et j'étais étonné parce que Pierre Jovanovic n'en parlait pas en ces termes, il en parlait comme quelque chose comme si c'était passé quelque chose de manifestement réel, qu'on n'expliquait pas forcément. Et là, à partir de là, j'ai commencé à aller chercher, quoi. J'ai mené ma propre enquête. Nous partons donc en Amérique latine, car c'est là que beaucoup d'événements pour les siècles à venir ont été révélés. No sabía. Un Indien, Juan Diego, son nom aztèque c'est Cuauhtlacoatzin, mais il avait été converti de force. Les Espagnols l'avaient appelé Juan Diego. Et un jour, au détour d'un chemin, il tombe sur une femme très belle, lumineuse, qui lui dit « Va trouver l'évêque de Mexico et demande-lui de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac. » La colline de Tepeyac, lui, il connaît bien parce que c'était le lieu de culte, le lieu sacré de la déesse Tonantzin, la déesse mère qui en fait est l'équivalent de la Vierge Marie. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont remplacé la déesse Tonantzin par la Vierge Marie. Et donc le lieu, cette colline était interdite. Et voilà que cette femme qui se présente comme la Vierge Marie lui demande, lui, de servir de porte-parole pour aller rétablir un lieu de culte sur cette colline. Donc ça sera un peu le souffle au départ. Et en plus, lui, il répond à cette femme, écoutez, si vous êtes la Vierge Marie, trouvez quelqu'un de mieux que moi, parce que on ne croira jamais, les évêques ne croira jamais, je parle pas espagnol, tout ça se passe en nahuatl, la langue des Aztèques. Et elle lui dit, si, vas-y, il te croira, et apporte-lui des roses. Et elle montre, on est en décembre, et elle montre un buisson de roses qui est apparu à côté. Alors bon, pendant 3 jours, il essaie de se défiler, elle le harcèle, on a un vrai harcèlement moral, jusqu'au moment où il en a marre, il finit par aller frapper à la porte de l'évêque avec ces fameuses roses qui sont dans un repli de sa tunique, et on voit cet Indien misérable qu'on hésite à faire entrer auprès de l'évêque, mais quand même la présence des roses finit par faire qu'il accède jusqu'à l'évêque, et là, il veut offrir les roses, et l'évêque tombe à genoux parce que sur sa tunique est apparue une image de la Vierge devant témoin. Alors, ça pourrait n'être que une jolie légende s'il n'y avait pas toujours cette tunique de Juan Diego sur laquelle est imprimée cette image. 5 siècles ont passé, la tunique est toujours là, et avec des mystères qui s'épaississent et une présence qui fait fléchir des millions de genoux. Résultat, chaque année à Mexico, c'est le plus grand pèlerinage au monde, avec 7 millions de personnes le 12 décembre à venir rendre hommage à Notre-Dame de Guadalupe, qui elle aussi évoque la bête de l'événement. Guadalupe veut dire en aztèque « celle qui vaincra le serpent ». La partie est donc bien commencée, et depuis quelques siècles. 2 des fibres de l'image ont été analysées par quelqu'un qui, quelques années après, Richard Kuhn a reçu le prix Nobel de chimie, donc pas un petit bricoleur quand même. Il a analysé ces 2 fibres et leurs couleurs, et il a répondu, écoutez, l'origine est totalement inconnue, ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Alors si on retire tout ça de notre chère planète, il ne reste plus grand-chose, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment s'est formée cette image. C'est impossible que ce soit une technique de peinture connue. Et on ne sait pas avec quoi elle a été faite. Sur un support qui dans aucun cas ne peut se conserver aussi longtemps. D'ailleurs, toutes les copies qui ont été faites tout de suite sur des tissus moins grossiers que ça ont disparu, sont tombés en poussière. Des tissus qui résistent à l'épreuve du temps, comme pour interpeller nos consciences sur notre humanité éphémère. À l'image de ce compas qui, loin des agitations du monde, offre une autre direction pour nous apprendre à regarder au-delà.
Dans cet atelier, une artiste d'origine russe est devenue l'une des spécialistes anonymes du tissu le plus célèbre au monde, le linceul de Turin. Je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité visible contre le linceul? C'est un non-sens. Pourquoi? C'est riche de tellement d'espérance. He said, what do you know about the Shroud of Turin? And that's when I laughed. And I said, but Don, I'm Jewish. And that's when Don laughed and said, so am I. Remember, Don Devan was also one of the other Jewish members of our team. And so he explained to me in somewhat technical terms, he was an imaging scientist, and he understood that I was technically competent. Ce linceul est unique au monde et a plus d'un titre. C'est d'abord une image en négatif et cette idée n'existait pas avant le 19e siècle. Et pourquoi réaliser une œuvre destinée à ne pas être vue? En 1978, une trentaine de scientifiques du monde entier vont examiner ce tissu en lin. 5 tonnes de matériel, 500 000 heures d'analyse, à l'arrivée, des certitudes et toujours des hypothèses. The first 10 or 15 minutes of the shroud being placed in front of us, I looked at it, I took out my 10x magnifier, which all photographers always have. At least in those days, now not so much, but I was looking at that shroud and I was looking for paint, I was looking for pigment, I was looking for any indication to my eye that something had been added there to make that image. And I saw nothing. Matter of fact, the closer you get, the harder it is to see any of it. C'est sûr et certain, ce n'est pas une peinture. La NASA, ils ont utilisé des instruments qui permettent de voir en chaque point une image en 3D. Ça a permis de comprendre qu'on avait affaire à un vrai corps humain. Pour reproduire à l'identique l'image du linceul, il faudrait des milliards de lasers à tir orthogonal agissant en une nanoseconde. On ne sait pas le faire. Les scientifiques du STURP ont découvert qu'en fait, c'était une oxydation, une déshydratation des fibres les plus externes des fils. Pour schématiser, en fait, c'est une légère, très légère brûlure des fibres externes de chaque fil. Pour l'instant, on ne sait pas reproduire cette image-là. On sait que le sang, c'est du vrai sang. Ce qui a un peu stupéfait aussi les scientifiques du STURP, c'est qu'il n'y a pas d'image sous les traces de sang. Ce qui veut dire que le sang a d'abord imprégné le tissu et ensuite l'image a été comme imprimée sur le linceul. Donc c'est totalement impensable. Des scientifiques ont même été jusqu'à évoquer ce qui s'est passé à Hiroshima. Avec des empreintes de personnes au moment de la déflagration, on a des silhouettes de personnes qui sont décalquées sur des murs. Il y a ce phénomène d'impression-retrait sans contact que les scientifiques ont défini. C'est-à-dire qu'il y a un corps, il y a un cadavre qui a séjourné pendant 30 heures maximum dans ce linge, et puis il en a été retiré sans arrachement des fibres ni des caillots de sang, ce qui est impossible. On est peut-être en face de quelque chose qui est toujours un mystère, comment l'image, entre guillemets, a été imprimée sur ce tissu fait de lin. Mais le plus étonnant sera la réaction de certains scientifiques qui vont analyser ce fameux négatif révélé par la photographie. Un membre de l'Académie des sciences, le professeur Yves Delage et son assistant Paul Vignon entendent démasquer la supercherie. Ils vont être retournés. Pour eux, aucun doute, ce linceul porte bien l'empreinte d'un crucifié selon l'Antiquité romaine. En 1902, les deux hommes déposent leurs conclusions à l'Académie des sciences. Et là, coup de théâtre. Le président Marcellin Berthelot, connu entre autres pour son anticléricalisme, refuse d'enregistrer la déposition. C'est une première dans l'histoire de l'Académie des sciences. C'est vrai que ce linceul a changé des vies, des destinées, et puis il faut savoir, déjà c'est Konopia qui a pris cette photo, il voit ce négatif. Il le raconte lui-même, le soir même, dans son laboratoire, avec la petite lumière rouge, le bac à développement, il prend sa plaque, et il est stupéfait de ce qu'il voit.
Et tout le monde lui tombe dessus en disant mais c'est stupide, c'est n'importe quoi. Une idée révolutionnaire, elle est d'abord stupide, après elle est dangereuse et ensuite elle est évidente. Avec Secondoppia, c'était stupide. Ensuite, Yves Delage et le professeur Vignon, qui étaient des scientifiques reconnus. Je crois que c'est Delage qui disait mais j'ai aucun problème de dire qu'il reste des traces de Jésus de Nazareth. Ça ne veut pas dire que j'approuve la résurrection ou quoi que ce soit. Il y a des traces. Archéologiques. Bon, le fait est, il est là. Et ça serait une insulte à la science d'arrêter de faire des recherches sur ce tissu. Donc ça a été d'abord stupide, ensuite ça a été dangereux parce qu'on s'est dit c'est un mélange de science, de religion. Non, on peut faire très bien l'un et l'autre. Et je tiens à dire quand même, l'Église a dit, on peut faire la foi. Moi, en tant que croyant, je le vois, ce tissu, qu'est-ce qui m'apporte sa représentation, mais en tant que scientifique, je constate des faits. C'est tout à fait faisable. Pourquoi créer un négatif que personne ne verrait pendant des siècles? Sauf peut-être à vouloir interpeller des scientifiques sur leurs dogmes et leurs croyances. Rien. Mon père, je ne peux pas suivre deux conversations à la fois. Maria Valtorta, et ça a été reconnu par différents experts, a réellement vu la vie de Jésus en Palestine il y a 2000 ans, et elle l'a raconté. Donc cette femme, manifestement, a réussi un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé, j'attends qu'on me contredise sur ce point. Elle est retournée dans le passé, elle a vu ce qui s'est passé 2000 ans en arrière, comme si elle était en drone, parce que maintenant elle voit, elle sent, elle entend les dialogues, et elle l'a relaté sur des cahiers, sans rature, dans le désordre, ce qui est juste surréaliste, hein, avec, dans l'œuvre, 750 personnages qui ont tous une cohérence chronologique et psychologique. Alors, quand tu regardes dans l'œuvre de toute l'humanité, les grands romans, les grands ouvrages, il y a 10, 15, 20 maximum personnages. Au-delà de ça, ils perdent leur cohérence psychologique et chronologique et ils font que passer comme des météorites dans le roman. Mais regarde, même Victor Hugo, je n'ai pas lu toute son œuvre, mais il y a rarement plus de 5, 6, 10, 15, allez, mettons 20, soyons larges. Personne, aucun cerveau humain n'a réussi à ce jour à écrire une œuvre avec 750 personnages qui, par ailleurs, ont tous réellement existé. C'est qu'à 15-16 ans, j'ai déjà lu Karl Marx et Engels. Et je me rappelle qu'un ami à moi me disait « Guy, toi, tu es plutôt un anarchiste de conception ». Et je me suis retrouvé seul, après un parcours de 20 ans de dope, et avec un cancer, dans la maison, familiale, tout seul, livré à moi-même. Et je vais commencer la lecture de Maria Valtorta. Je suis seul et je ne vais plus pouvoir arrêter de lire. Moi, j'assume carrément mon statut de toxico. D'ailleurs, je n'arrêterai jamais. Et en fait, c'est ça qui va changer du tout au tout, quoi. C'est que moi, je vais arrêter du jour au lendemain. Mais lire et être guéri, c'était quand même... j'osais à peine l'annoncer, j'osais à peine l'avouer, mais les faits étaient là, les symptômes disparaissaient les uns après les autres. Des symptômes qui disparaissent après une lecture assidue passent encore. Mais des symptômes qui apparaissent dans un vêtement du XVIe siècle questionnent davantage. Cette tunique va pousser des scientifiques à des gestes inattendus. Cet homme n'examine pas la pupille des yeux d'une femme, mais d'un tissu sur lequel est dessiné un visage avec des yeux entrouverts. Nous sommes en pleine fiction. Dès qu'on a inventé l'ophtalmoscope, tous les ophtalmos du monde entier sont venus. En mettant l'ophtalmoscope dessus, il y a un relief en creux qui est impossible à obtenir normalement sur une image plane. On est vraiment devant toutes les propriétés d'un œil vivant, avec des traces de microcirculation artérielle qui ont été découvertes en 1991. À tel point que si on dirige une espèce de lumière, voilà, comme ça, un peu forte sur les yeux, là, eh bien, l'iris va se contracter. Ils disent, on ne peut pas dire qu'il se contracte vraiment, on n'en sait rien, mais on le voit se contracter. Chaque fois qu'un ophtalmologue est autorisé à grimper, il le constate. Ils sont tous ahuris, ils sont tous d'accord. Cet ingénieur en informatique vit à Mexico et il est tombé dans les yeux de la Madone. Depuis 40 ans, il consacre tout son temps libre
a examiné les 2 cm² des yeux entrouverts de la Vierge. En las dos córneas aparecen 13 pequeñas imágenes que varias de ellas pueden ser reconocidas históricamente. Estas 13 pequeñas imágenes están agrupadas, no son aisladas, están agrupadas en 2 escenas.